Salut à toi, bienvenue sur la chaîne Full JDM. C'est encore Full JDM? Bah oui, Full JDM. On fait pas des Allemandes maintenant? J'avoue, il y a une Allemande à côté de toi, mais on fait pas les Allemandes de base. On fait que des japonaises ou des voitures asiatiques. On va peut-être changer là, non? On verra. On en a marre des japonaises. Ah, attends, là aussi j'ai une Allemande. Bah oui, bah voilà. Et là derrière, c'est quoi? Ah, tu vois, c'est une japonaise. Ah, donc les gars, on reste japonais. Full JDM, on présente que des voitures japonaises. On va à des rassemblements. Que japonais ou asiatique. C'est ça. Et des fois, on fait des petites visites. De concessions, d'importateurs. Importateur? Ah. Et oui, aujourd'hui, eh ben, on visite Toprenk Europe. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Toprenk, eh ben, c'est une entreprise qui importe des voitures japonaises. De JDM. Ouais, JDM. Là, on est vraiment dans le full JDM, tu vois. Du JDM. C'est ça. Et pas que... Non, pas que ça. Justement, tu vois, il y a des Allemandes aussi. Donc ça, c'est une JDM, ça, c'est une JDM. Ouais, mais on n'en parle pas. Là, on va parler que de la vraie JDM. Donc, importateur qui est au Japon et qui arrive en Europe, en France. Voilà. Qui est déjà posé en Californie, en Amérique. C'est bien qu'ils arrivent en France. Ah oui. Ouais, parce qu'on n'est pas beaucoup en France. Non. Et du coup, bah là, on va faire la visite, vous montrer un peu les voitures qu'il y a et justement parler avec la personne qui gère pour nous dire un peu comment ça se passe quand on veut importer une voiture japonaise, JDM. Ouais, JDM, voilà. Parce qu'il faut dire ce qui est, ces derniers temps, ça prend un peu plus d'ampleur. Et si tu veux des modèles qu'il n'y a pas eu en Europe, bah, tu es obligé de partir au Japon. Donc là, eh ben, on va nous expliquer comment on fait pour importer les voitures, comment ça se passe, etc. Où ils vont les chercher. Bah, allez, c'est parti. Bon, bah, je suis avec Alex qui va se présenter un peu. Bah Alex. Qu'est-ce que tu gères ici à Toprenk Europe? Bah, du coup, je gère l'entreprise de Toprenk Europe. Donc, Ouais. on s'est installé à Colmar. D'accord. Donc, si on regardait sur le site, on est, on va dire, enregistré à Strasbourg, mais le showroom est à Colmar. Ok. Les voitures sont à Colmar et à Strasbourg, il n'y a personne, il n'y a rien. Faut pas y aller. Donc là, bah, tout simplement, je suis avec Alex, c'est lui qui gère Toprenk Europe. Voilà. Vous l'avez peut-être déjà vu dans des vidéos de Dashi, si vous suivez Dashi au Japon. Donc tu étais au Japon, c'est ça, de base? Oui, en fait, j'étais donc dans l'entreprise Toprenk au Japon. Donc, c'est l'entreprise mère. L'entreprise mère, elle date de 2001. D'accord. Au Japon, en fait, ils font surtout de la voiture haut de gamme pour les Japonais dans le marché intérieur. Donc, on a à peu près une dizaine de showrooms tout autour de Tokyo. On a ouvert un vers Kobe, je crois. Donc, c'est surtout du haut de gamme, donc tout ce qui va être Ferrari, Porsche, Mercedes, etc. Assez neuf. On a ouvert un Sato près de Fujitsu Speedway. En fait, c'est un atelier tuning. Ok. Donc, il prépare les voitures, il répare les voitures un peu anciennes, donc un peu compliquées pour la nouvelle génération de mécaniciens qui ne savent pas faire. Donc, on a ça qui a ouvert récemment. Et puis, là où je travaillais avant, on voyait souvent Dashi. Donc, le PDI, ça s'est transformé en showroom de TCS, donc Toprenk classique spécialité. Ok. Et en fait, dedans, il y a tout ce qui est JDM classique. Donc, on avait de tout. En fait, on avait la collection depuis la Akoska GTR, Kedmeri GTR, R30, R31, 32, 33, 34, même la 35. Okay. Même les nouvelles 35, on avait aussi une 2024 avec la nouvelle face avant qui ressemble un petit peu à la 34. Ils ont un peu plus carré. Pas mal du tout. Justement, elle est disponible que au Japon ou aux États-Unis. On a ça à disposition. Il y a aussi beaucoup d'anciennes européennes, des M3 E30, des Porsche Turbo, mais à la japonaise, c'est-à-dire peu kilométrés, très bon état. Ouais. Parce qu'il faut dire ce qu'il y a, les Japonais sont un peu méticuleux, s'occupent bien de leur voiture. Donc du coup, en fait, Toprenk, c'est pas que un importateur de voitures japonaises. Vous faites de tout, en fait. Bah, en fait, à la base, c'est un vendeur marché local. D'accord. On faisait de l'export. Ok. On a d'ailleurs aux États-Unis, en Californie et Long Beach, on a un gros showroom JDM. C'est on va dire un des plus gros aux États-Unis à faire de la voiture JDM import. On est un des premiers à avoir mis ça en place aux États-Unis. On a Sean Morris qui est très connu aux États-Unis, qui faisait partie de Motorex, qui est une entreprise qui avait importé les premières 34. Après, il y a eu des malversations, ça s'est mal passé.
Mais lui, c'est un peu la personne qui s'y connaît le plus pour faire des homologations de GTR aux États-Unis. En fait, en Californie, c'est un peu comme, on va dire, comme en France. C'est compliqué, il y a tous les tests de pollution, etc. Donc, il sait modifier la voiture pour que ça passe. D'accord. Voilà. Ok, d'accord. Ouais, donc en fait, vous faites vraiment de tout, surtout à la base, comme tu m'as dit tout à l'heure, c'est vraiment des voitures pour un marché, enfin, des voitures de luxe, entre guillemets, Oui, quoi, voilà. haut de gamme, quoi. Voilà, c'était haut de gamme local. En fait, on a commencé avec les États-Unis, avec la JDM, vu qu'ils ont vu qu'il y avait. C'était il y a quoi, en 2014 que ça commençait vraiment. Où là, ils ont vu qu'il y avait un marché potentiel et tout s'est lancé à partir de là. On est les premiers à avoir offert aux Américains de pouvoir acheter la voiture, la garder sur place. D'accord, c'est vous les premiers à avoir fait Voilà, ça. et en fait, ils gardent la voiture en fait en storage, on appelle ça. Et ça permet en fait de. Moi j'ai vendu par exemple une R34 GTR Midnight Purple 3. Donc en gros, en 5 ans, j'en ai vu peut-être 3 en vente après celle-là. Donc en fait, c'est une voiture qu'on ne voit jamais en vente. C'est pas qu'elle est rare, c'est que même on peut même pas l'acheter. Ok. C'est ça. Faut la trouver, quoi. Il faut la trouver. Et celle-là, je l'avais vendue à l'époque pour le client, on l'avait mis à 8 millions de yens. Ce qui vaut en euros pour à peu près. En gros, en euros, TTC, c'est importé, ça aurait été l'équivalent de 80 000 euros. Ah ouais, la vache. Voilà. Et c'est Midnight Purple, là, aujourd'hui. Le client me disait qu'il y a des Saoudiens qui lui proposaient 200, 300 000. Et mais lui, il la garde. Et en fait, lui, il l'a gardé en stockage. Ouais. Là, il est toujours, parce que c'est une 2001, donc elle n'est toujours pas légale. 25 ans pour les États-Unis, et donc là, elle reste là-bas. Il a pris la voiture sur un autre service qu'on a été aussi les premiers à offrir. C'est la location de voiture, de sa voiture. C'est-à-dire qu'en fait, au Japon, on ne peut pas enregistrer une voiture sous son nom si on n'a pas une place de parking. Donc la seule façon pour qu'eux ils puissent rouler leur voiture au Japon, c'est qu'on garde la voiture sous le nom de l'entreprise et on la passe en voiture de location. Et du coup, on lui loue sa propre voiture. D'accord. Du coup, c'est comme ça qu'on voyait Dustin Williams, Larry Chen et ça, rouler leur propre voiture au Japon. Et au final, quand on regarde, il y a des entreprises qui font de la location de voitures JDM sportives. Il y a quoi, Omoren, il y en a un à Hakone aussi qui loue. Généralement, la journée, sur une 34, on est facilement à 50 000, 80 000 yens. C'est genre 400 euros et quelques. Donc eux, ils payent, on va dire, une location sur l'année. Donc on fait les papiers, etc. Et le storage. Sauf que eux, chaque fois qu'ils viennent, ils peuvent utiliser la voiture illimitée. Et en plus, c'est leur propre voiture, donc ils peuvent aller la faire réparer chez Mainz, chez Nissan. Ils peuvent aller sur circuit avec. D'accord. Parce que une location, jamais. Oui, elle passe sur circuit. Oui, parce qu'en fait, ils louent leur propre voiture. C'est leur propre voiture, donc ils la cassent, c'est leur voiture. Nous, on a été payés, donc on va dire, on s'en fout un peu, quoi. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, aux États-Unis, donc c'est pour ça que vous avez proposé ce système-là, c'est que si les voitures ne dépassaient pas les 25 ans, c'est ça? Alors en fait, il y a un ban. C'est un ban qui a été initié, je crois, par Mercedes il y a longtemps, parce que les gens, ils n'arrêtaient pas d'importer des Mercedes d'Europe. Qui étaient moins chers que les Mercedes neuves aux États-Unis. Du coup, ça leur cassait leur marché. Donc, ils ont fait du lobby à l'américaine et ils ont banni toutes les voitures de plus de 25 ans. Donc, pour importer une voiture, elle doit avoir plus de 25 ans ou être dans une liste très spéciale de show display. Mais c'est des voitures... la liste, elle est très petite et c'est des voitures très, 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 très rares. Par exemple, dedans, ils ont mis la R34 GTR V-Spec Midnight Purple 2. Donc c'est uniquement ce modèle-là. C'est-à-dire que si tu as une V-Spec Midnight Purple 3, ça passe pas. Il y a juste la 2. Voilà. Ah ouais. Parce que nous, il y avait plein de gens qui nous demandaient du coup, moi j'ai une 32 V-Spec. Je dis non, ça marche pas. C'est pas dans la liste. Et en fait, il y a certaines personnes qui ont monté des dossiers. Le dossier, il coûte entre 5 et 10 000 $ à monter sans être sûr qu'il soit approuvé. D'accord. Du coup, il n'y a pas beaucoup. Et ils ont fait ça pour la 22B. Subaru 22B. Ah oui, la 22B, oui. Voilà, maintenant ça ne sert plus à rien vu qu'elle est déjà plus de 25 ans. Mais à l'époque, c'est pour ça que la 22B aussi, elle a été montée à 200, 300 000 $. Donc du coup, là, il y a certaines voitures, il fallait attendre plus de 25 ans pour pouvoir l'importer. Et vu qu'il y avait déjà des personnes qui étaient intéressées par ces voitures-là, vous avez proposé ce système-là. Surtout que nous, on a remarqué que quand la 32 n'était pas légale et que était devenue légale, le prix a bien monté du part que les Américains ils achetaient.
On a attendu la 33, parce que la 33 déjà, elle est un peu moins aimée que la 32-34. La 33, elle est arrivée à 25 ans, les prix, ils ont énormément monté. Donc là, on s'est dit, bah, écoutez, là, les gens, ils ont compris aussi. Hein, ils se sont dit, bah, aujourd'hui, si j'achète la 34, déjà, j'ai du choix. Parce qu'en fait, c'est pas tellement que est-ce que les prix montent ou ne montent pas, c'est pas tellement ça le problème. Le problème, c'est le choix. C'est les belles voitures, une fois qu'elle est vendue, elle est vendue. Parce que généralement, moi, tous mes clients américains, c'était c'est la voiture de mes rêves, je la vendrai jamais. C'est de l'héritage. Je la passerai à mes enfants ou je la détruirai moi-même. Tout ce qui est acheté n'est pas revendu. En fait, ils font pas de la spéculation sur la revente. Ils font de la spéculation sur... Ils n'ont pas assez d'argent dans le futur pour pouvoir l'acheter. C'est plutôt dans ce sens-là. Alors qu'en France, les gens qui achètent des voitures, ils font de la spéculation sur... Ah oui, dans 2 ans, si je veux la revendre, j'ai envie de me faire un petit billet, etc. En fait, alors que là-bas, aux États-Unis, ils n'ont pas du tout cette... C'est la voiture de leur rêve. En fait, ils n'ont pas du tout dans la tête, je vais la revendre. Ou alors, si je la revends, c'est pas une question où je vais perdre de l'argent. C'est le prix du marché, le marché va monter. On dit, eh ben, moi je le dis, à 33, personne l'aime, les prix ont doublé. Tu penses qu'à 34, où tout le monde la veut, tu crois que le prix va pas doubler? Bah oui. Si je comprends bien, aux États-Unis, la clientèle est un peu différente, quoi. Du coup, c'est vraiment la voiture de leur rêve, entre guillemets, pour la plupart. Ils font pas ça pour, entre guillemets, la stocker puis la revendre plus cher plus tard. C'est vraiment parce qu'ils aiment la voiture, ils sont passionnés et qui. En France, c'est un peu les gens qui achètent des Porsche, des Ferrari. Ils vont la rouler un petit peu, et la revendre mais après ils vont toujours essayer de l'entretenir pour pas la revendre. C'est comme ceux qui vont carner Porsche. En fait, pourquoi est-ce qu'ils vont chez Porsche pour faire leur entretien? C'est juste pour avoir le tampon pour pouvoir revendre. Pour pouvoir revendre. C'est juste ça. C'est juste ça en fait. Parce que maintenant chez Porsche ou maintenant chez un bon garagiste spécialiste Porsche ou qui s'y connaît. C'est pareil, une vidange, c'est pas très compliqué à faire. Une question pour que les personnes qui pourraient se poser, qui nous regardent et tout. En général, de ce que nous on sait sur certains importateurs en France, sur des voitures japonaises, c'est qu'ils passent par des enchères. Donc ils ont des personnes qui regardent les voitures, les annoncent là-bas et qui achètent pour entre guillemets en enchères et tout. Toi, tu m'as dit la dernière fois que vous, c'est un peu différent. Nous, on est une entreprise au Japon. Donc en fait, pour accéder aux enchères, il faut être un concessionnaire. Au Japon, les enchères, c'est pas comme en France où c'est un peu ouvert à tout le monde. Mais du coup, je te coupe, excuse-moi, s'il faut être concessionnaire pour avoir accès aux enchères, comment font les importateurs de France pour avoir accès aux enchères au Japon? Ils passent par une entreprise au Japon qui leur offre le service. En fait, nous, on le fait aussi. En fait, moi, j'ai aussi des clients où on leur offre le service d'acheter aux enchères. Ok, d'accord, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça, en fait, ils n'achètent pas directement et ils n'ont pas leur gens, parce que c'est pas leur gens, c'est un prestataire qui leur font un service. Donc ils payent un prestataire qui vont acheter la voiture aux enchères pour et inspecter, enfin voilà. Sauf que la différence, ce que je disais, c'est que nous, c'est nos gens, c'est nos employés, des gens top rank qui c'est pas un prestataire qui bosse pour vous. C'est en direct, il n'y a pas de j'ai besoin de demander, en plus on ne sait pas si l'autre... Est-ce qu'ils essaient d'un peu de faire du chiffre, de faire passer certains défauts sous le tapis, tu vois? D'accord. Moi, le CEO, il possède tout, en fait. Donc, en gros, il n'y a pas d'arnaque possible parce qu'il ne va pas s'auto-arnaquer. Oui. Voilà. Donc, ce qui est bien, par exemple, si les personnes passent avec vous, c'est du direct, quoi. Vous ne faites pas appel à un prestataire pour aller acheter la voiture aux enchères. C'est du direct. C'est vos salariés, entre guillemets, qui y vont. Et en plus, en tant que concessionnaire, on a accès au trade-in, c'est à la reprise. Donc, on a beaucoup de clients qui font reprendre leur voiture. Et on a même une équipe spécialisée à la reprise. En fait, il y a des gens qui appellent, j'ai une voiture, je veux la faire reprendre, ils veulent du cash. Parce qu'au Japon, en fait, c'est pas comme en France, personne ne vend sa voiture particulier. Ils le font pas parce que déjà, c'est dangereux. Imagine, tu as une voiture à 60 000, est-ce que tu vas dire un peu au monde entier, j'ai une voiture à 60 000 dans mon garage? Et c'est ça, et les gens, ils n'ont pas le temps. Voilà, ils rentrent du travail, t'es pas là à dire, bah tiens, je vais accueillir quelqu'un, je vais prendre du téléphone, je vais faire Enfin, les mecs, ils vont faire quoi? Je vais gagner quoi? Je vais gagner 5, 10 000 balles, mais je vais me prendre 24 heures de travail. Non, ouais, je vois, ils essaient. Eux, ils sont plutôt sur le temps. Ils sont plus sur le temps. En plus, il y a les arnaques possibles, les papiers pas faits, etc. Donc, généralement, ils vont appeler des entreprises de reprise. Ces entreprises ou des car dealers, où ils achètent, ils revendent leur voiture, on leur fait une offre et on rachète leur voiture. Et c'est pour ça que les enchères au Japon, c'est plutôt une plateforme
spécialisé pour les professionnels, pour échanger les voitures, parce que D'accord. on a un propriétaire de Ferrari qui habite dans le sud du Japon, ok? Ferrari F40. Dans le sud du Japon, si un concessionnaire il achète, il la met là-bas, ça va être très très difficile pour lui de la revendre parce qu'il n'y a pas de potentiel. Donc il y a des entreprises qui sont spécialisées dans le rachat, ils vont la racheter à bon prix tout en visant de la revendre aux enchères. D'accord. Et c'est pour ça en fait, eux, ils vont acheter la voiture, ils vont la préparer, la mettre aux enchères, et ensuite les autres dealers se disent bah tiens, je me positionne dessus, je la veux pour mon stock. Ok, Et il y en a d'autres d'accord. qui veulent exporter. En fait, c'est comme ça que ça se passe. C'est vraiment Ok. une plateforme d'échange entre Ouais. pros. Parce qu'il y a de tout. On a des voitures, on va dire neuves, des mocars neuves en fait, des voitures anciennes, des voitures cassées, des voitures accidentées réparées, Ok. et des voitures accidentées pas du tout, hein, genre en l'état. D'accord. Genre, En fait, ils ont rien fait, quoi. donc si je comprends bien, en fait, les enchères au Japon, c'est vraiment un échange entre concessions. ouais, c'est entre pros en fait. C'est vraiment un truc Pour les professionnel. pros, Et ouais. c'est pour ça que un particulier qui achète aux enchères, en fait, il ne faut pas qu'il s'attende que la voiture soit de qualité, parce que souvent, ça va être racheté aux particuliers. Ils vont pas faire de maintenance, hein. Ils la prennent et ils la mettent parce que généralement on la vend à un autre pro. Et donc le pro il s'en fout que la voiture ait une maintenance juste avant d'être mise à l'enchère, parce que généralement on a Enfin, qu'il n'y ait pas les pneus changés, qu'il n'y ait pas de Mais non. vidange, qu'il n'y ait pas de distrib, etc. C'est Non, non. remis direct parce que en l'état. l'autre pro, c'est un pro, il a ses mécaniciens, donc il va pas payer un autre mécanicien pour ça. C'est pour ça que les voitures sont généralement en l'état. Donc du coup, il y a des personnes particulières qui peuvent faire appel à des prestataires pour acheter le véhicule, mais bon, entre Mais pas au guillemets- Japon. En fait, on va dire il y a une sorte de statu quo, c'est qu'au Japon, un concessionnaire ne vendra pas une voiture aux enchères à Un particulier. un particulier, parce que déjà il y a du risque. Si on l'achète pour lui, mais en fait on est obligé de l'enregistrer, etc. Si la voiture elle est vraiment merguez, Ouais. c'est compliqué, hein, parce que parfois c'est comme le CT, il passe pas. Parfois les voitures, le CT il passera pas. Il faudra changer tout le châssis parce que voilà. Ah, c'est intéressant comme de Mais on sait pas en savoir ça, fait. parce Aux que- enchères, on peut pas savoir C'est s'il ça, y a des mais- rotules à faire. Ouais. Parce que ça, ce détail-là, on le savait pas que c'était entre professionnels, etc. Non. Et du coup aussi, il y a des grades sur Oui. chaque véhicule quand tu es Alors, aux le enchères. grade, Et la en dernière fait, fois, tu m'as dit un truc, faut justement, faire on aimerait attention, bien en hein. parler. Ouais, voilà, c'est Ouais, ça. en fait, les gens qui pensent juste ouais, le grade, le grade déjà, il dépend des maisons d'enchères. C'est-à-dire, c'est du subjectif. En fait, Ok. c'est un inspecteur. Il a une feuille avec des fourchettes en fait à respecter. Et subjectivement, il va dire oui, c'est dedans, c'est pas dedans. Déjà, cette D'accord. partie-là, c'est subjectif. Donc le grade, c'est t'as le A, B. Non, c'est Non. en gros, tu as le grade de la voiture en général. Donc, Ouais. ça va de R, donc c'est réparé, Ok. accidenté, réparé, ou accidenté, hein, tout court. On a R. Ensuite, on a triple étoile. Triple étoile, c'est-à-dire que voiture en l'état. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'inspection. On ne sait pas ce qui se passe. Il y a pas, personne n'a inspecté la voiture. C'est vous achetez en l'état, c'est inspecter la voiture vous-même. Et puis, si elle roule pas, en fait, il n'y a rien qui est écrit, hein. D'accord. Donc ça, c'est vraiment de l'état pur. Ensuite, on a le grade 2, on va dire, c'est corrosion excessive. C'est-à-dire il y a Ok. des trous dans la voiture. Ouais, la rouille et tout, Ouais, il y perforante a et tout. des gros trous partout. Mhm. Très haut kilométrage, vraiment pas bien, quoi. Mhm. On a le grade 3, on va dire, c'est assez haut kilométrage, pas trop beau. Mais en fait, le grade, c'est plutôt un grade pour professionnel. C'est-à-dire, un grade 3.5, généralement, c'est un kilométrage assez haut avec de la restauration à faire, D'accord. la carrosserie à faire, l'intérieur qui est pas très beau. En fait, c'est juste pour dire, vous achetez une grade 3.5, au final, vous avez besoin d'investir de l'argent. On Ok. achète un grade 4, c'est-à-dire que la carrosserie va être plutôt belle. Donc il y a besoin de moins faire. Et un grade D'accord. 4.5, c'est encore plus haut. La différence entre 4 et 4.5, c'est généralement de la carrosserie, aussi le kilométrage, parce que le kilométrage, il joue aussi. Parce que si on a 100 000 km, c'est très dur d'avoir un grade 4.5. On a 100 000, en fait, on est plutôt sur un 4. On va dire 4, ça va Ok. être le maximum. Et après, le grade 5, ça, c'est aussi au kilométrage. C'est la voiture qui est assez belle, une petite rayure de rien du tout, et un kilométrage, je crois, normalement inférieur à 50 000. Et après, on a le grade S. En fait, S, c'est Shinsha, en gros, c'est-à-dire voiture neuve. En gros, c'est des voitures qui ont moins de 100 km. On a eu ça sur les GR Yaris MN. Donc, la GR Yaris MN, c'était une voiture GR Yaris limitée à 500 exemplaires. Donc, en fait, les gens, ils devaient se mettre dans une loterie. Et Toyota, ils faisaient une fake loterie, parce qu'en fait, ils regardaient quand même, il fallait que le mec, il a acheté Toyota, ils disent que je vais utiliser la voiture pour Ouais. faire du circuit. Enfin, il y avait un questionnaire assez poussé pour savoir
qu'est-ce que vous allez faire de la voiture? Parce qu'il ne voulait pas la donner à un mec qui voulait spéculer. Ouais, c'est vrai. Donc là, on avait un collègue qui en a acheté une. Hein. Tu as ton quota, tu achètes et tu as le premier qui l'a reçu. Il a mis aux enchères. Il a acheté, genre, ça coûtait genre 11 millions. Il a mis aux enchères. Il a vendu 18. Ouais. Le deuxième, il a vendu 13. Parce qu'en fait, c'est de la spéculation. C'est que le premier, bah, tu avais peut-être un mec, pas Bahreïn, Dubaï, qui en voulait une. Ouais, absolument. Bah, du coup, tu en avais deux qui en voulaient une. Ils se sont battus pour la première. Du coup, c'est monté super haut, hein, à 18 millions. Et puis, ben, après la deuxième qui est arrivée, ben, le mec, il s'est retrouvé tout seul. Donc, voilà quoi. Donc, il a eu moins cher. Il a acheté moins cher. Mais c'est comme ça, en fait, les enchères, c'est... Le prix, ça dépend aussi aux exports. Si tu as deux mecs qui veulent exactement la même voiture, les prix peuvent s'envoler. D'accord. Et après, une fois qu'il a sa voiture, bah, il n'en veut pas une deuxième. Hein. Donc, si 2 semaines après, tu as à peu près la même qui repart, elle peut partir beaucoup moins cher. Et pour en revenir au niveau des grades, tu voulais dire tout à l'heure, je t'ai coupé, mais qu'il fallait faire attention. Oui, il faut faire attention parce que nous, on sait que USS Tokyo, c'est là où il y a tout le monde. Tokyo, c'est genre la moitié de la population quasiment hein, qui se trouve là-bas. Donc, tu as la moitié des car dealers qui se trouvent. Donc, tout le monde va inspecter personnellement les voitures. Les gens payent plus cher déjà. D'accord. Mais du coup, c'est plus strict aussi. Parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup plus d'inspection qui est faite. Après, quand tu vas sur une enchère un peu plus sur Nagoya où il y a moins de gens, c'est un peu plus lax. En plus, c'est aussi la mentalité des gens. C'est un peu comme en France. Hein. Les gens du Nord et les gens du Sud, c'est pas un peu la même façon de travailler. Ouais. Et là-bas, on a des voitures, on achète grade 4, 4.5. La même voiture, tu la mets à USS Tokyo, elle strappe un point ou un demi-point en dessous. D'accord. Tu fais rien du tout. En fait, nous, il y a aussi un business de l'arbitrage. En fait, il y a aussi du business d'arbitrage, comme on va dire le Forex. En fait, t'achètes à Tokyo, tu vends à Paris, tu vois. Ouais. Mais en fait, c'est pareil. On achète peut-être à Nagoya, on l'achète en dessous du prix du marché parce que personne qui l'a vu, hein, personne n'en voulait. Puis nous, on sait la valeur, on la prend, on la ramène et on la pose à Tokyo. Et elle se vend parfois 3 000, 4 000 euros de plus. Et en fait, tu as tout un business aussi de ça, de gens qui font du rachat-revente en enchères. Nous, on a aussi une team qui est ça, ils connaissent tout, hein, tous les prix, ils connaissent, par option, comment est-ce que ça va se caler. Ouais, et du coup, ils surveillent tout. Et puis ils voient, bah, tiens, ça c'est une bonne affaire. Ils l'achètent et puis, poum, ils la remettent à revendre. Et ils font du bénéfice gratuitement quasiment. Ouais. Donc au niveau des grades, donc, ça peut se différencier selon l'endroit et puis selon la perception de la personne qui évalue la voiture aussi. C'est ça, c'est pour ça qu'il faut faire attention, qu'il ne faut pas trop se fier au grade. Il faut faire attention, le grade R, parfois tu as des voitures, elles sont gradées 3.5, tu la mets dans une autre enchère, elle va gradée R. Donc il faut faire attention à ça aussi. Hein. Bon, une grade R, c'est une grade R, hein. Mais qu'une grade 3.5, elle n'est pas forcément 3.5, parce que parfois, tu vois écrit 3.5, mais tu vois dans les trucs écrits qu'ils ont changé tous les panneaux, ils ont changé des choses. Donc en fait, un grade R, normalement, c'est quand tu tapes dans le châssis interne de la voiture. Donc si tu changes une porte, normalement, ça compte pas. Mais si tu as tapé dans le pas de porte, en fait, dans le pas de porte, tu as deux parties. Tu as une partie un peu extérieure, une partie intérieure. Si tu as tapé dans la partie un peu extérieure, ça compte pas. Donc elle peut être 3.5 et quelques. Si tu tapes dans la partie intérieure, voilà, après le pas de porte, là, ça va compter en grade R. Donc en fait, c'est très spécifique. La voiture n'a pas été accidentée. En fait, c'est des petits accidents carrosserie. Et parfois, c'est des petits accidents de carrosserie, mais ça tapait un tout petit peu plus. Donc la voiture elle est toujours bien, hein, mais du coup, elle passe en grade R. Donc de temps en temps, un grade R est beaucoup mieux qu'un grade 3.5. Et du coup, si on veut acheter une voiture chez vous, chez Toprenk, donc il n'y a pas que des voitures qui ont été achetées aux enchères. Il y a aussi des voitures qui ont été reprises à des particuliers par rapport à des reprises. Oui, bah, par exemple, la 400R qu'on a. La F33 400R, c'est la numéro 6. En fait, cette voiture-là a été inconnue au bataillon jusqu'à ce que nous on la récupère. Elle est première main, donc le propriétaire il a acheté directement à Nissan, Nismo au début. Il a gardé et il n'a jamais affiché en rassemblement. Personne ne savait qu'elle existait entre guillemets. En gros, on sait qu'elle a la numéro 6, on ne sait pas à quoi elle ressemble, on ne sait pas quelle couleur elle était. Ah ouais, carrément. Rien du tout. Et en fait, nous on l'a récupérée du propriétaire directement. Et du coup, c'est à ce moment-là que la voiture, elle est officiellement, c'est une grise. C'est un truc de malade. C'est un truc de fou, ça. Voilà. En fait, dans les 400R, tu en as encore quelques-unes. Tu as le numéro de la voiture, mais tu sais pas à quoi elle correspond, niveau couleur, etc. Ouais, tu sais pas à quoi ressemble et tout. Non. Ah ouais, putain, c'est abusé, ça. Dans les e-tunes aussi, je crois, tu en as certaines où tu sais pas où elles sont. Hein. Tu sais qu'il y en a une dans une 22, je crois. Ouais. Mais tu sais pas qui l'a. Ok. Tu connais pas. Le mec, il a acheté et puis...
il est discret. Il n'est pas à s'afficher, ouais, j'ai une zitoune. Toi, et du coup, aussi, un autre truc, c'est que vous faites aussi de la recherche personnalisée, Oui. on est d'accord, mais aussi, vous avez un stock. Oui. Par rapport aux autres, par exemple, un importateur qui est en France, vous avez un gros stock qui est Ouais. déjà disponible. Voilà. Donc, En fait, selon ça, c'est le ça. budget qu'on a et ce qu'on recherche, bah, ça se peut, vous avez déjà cette voiture-là en stock, pas Oui. obligé d'aller chercher aux enchères. Voilà. En fait, là, j'ai un client, c'est pareil. En fait, ça dépend aussi de l'attrait du risque. Hein, Parce qu'acheter aux enchères, c'est acheter une voiture en l'état. C'est acheter une voiture où on ne sait pas exactement ce qu'elle a. Parce qu'en gros, aux enchères, une inspection, c'est quoi? C'est les voitures sont parquées comme, tu vois un peu la Peugeot, quand ils ont leur parking de voitures neuves, tu vois. Ouais. Ils sont tout parqués les unes derrière les autres. C'est comme ça. En D'accord. gros, tu as la place de marcher à peu près entre les voitures. Si la voiture est en plein milieu, du coup, ben, c'est un peu galère. Hein. Tu peux prendre des photos autour, prendre une photo en dessous. Tu peux choper une clé, tu peux ouvrir la voiture. Si la voiture, elle démarre, tu peux la démarrer. Tu peux pas la rouler, toi. En plus, tu mets des coups de rêve. Moi, j'ai vu des mecs. Ouais, tu peux faire marche avant, marche Non, arrière. non, même pas. Même pas. Non, si t'as pas la place, tu peux pas. Ouais. Ah ouais. Certaines, t'as pas la place. Hein. Certaines, t'es en bout, bah, tu fais une marche arrière, marche avant, ça. Ouais. Mais moi, j'ai vu des Pakistanais. Il y a beaucoup de Pakistanais, des palais, en fait. Mhm. Tu as des mecs qui inspectent des voitures, ils t'allument une RX-7 à froid et ils tapent dedans. Donc en fait, quand tu achètes une voiture aux enchères, en fait, tu as aussi ça. Hein. Tu as des mecs qui vont taper dans le moteur parce qu'ils s'en foutent en fait. Les mecs, c'est des prestataires. C'est pas des spécialistes de la JDM. En fait, tu as un client qui va dire je veux une RX-7, inspecte-moi celle-là, dis-moi comment elle est. Lui, il n'a pas de temps à perdre. Il met le moteur, il met un coup de drive, il fait ouais, c'est bon, ça Puis tourne. après, il l'éteint quoi. Puis il éteint, il se casse. Et on sait que sur les moteurs rotatifs, c'est pas bon de faire ça. Parce que ces enchères, c'est ouvert. Du coup, Ouais. les inspections, c'est pas forcément des gens qui aiment les voitures. Une voiture, elle peut être bien et elle peut être foutue après l'inspection parce que les mecs, ils tapent dedans. On va dire que c'est un risque quoi, quand tu C'est un prends aux risque. enchères. Et vous, ce qui est bien, c'est que bah, vous avez déjà un gros stock par rapport aux Voilà. reprises. Et Du puis, coup, on a un stock. Donc, ces voitures-là, on les a complètement inspectées. On a un devis complet en fait, de frais de remise en état. C'est-à-dire que nos mécaniciens, ils vont faire un devis pour comment passer le Shaken, donc comment le passer le CT au Japon. Donc déjà, si ça passe le CT au Japon, normalement, ça passe le CT en France, Oui. à peu près, à part la pollution. Sur nos stocks, on peut faire des tests de compression, on peut montrer la voiture sous plusieurs angles, etc. Et puis, il y a le temps de réflexion, hein, on a la possibilité. Parce que le test de compression, impossible à faire hein, en enchère. Hein. Ouais, bah ouais. Oui. Ouais. Et sur une RX-7, faut pas acheter un 100. Hein. C'est important. Acheter 100, c'est prendre un gros risque. Hein. C'est prendre un risque parce que. Faut se dire, j'ai 10 000 euros de base pour dire, s'il faut refaire le moteur, j'ai ça. Et en plus, quand le test de compression n'est pas bon, c'est pas forcément dire que c'est les apex ici, hein. C'est peut-être autre chose aussi. Si on fait une recherche personnalisée, on a notre garage. Donc on peut récupérer la voiture des enchères, Et faire la réparation. peser et regarder au Japon directement tout ce qu'il y a à faire. En fait. Du coup, quand elle est livrée ici en France, bah, elle peut être livrée ici en France avec plus Réparer. rien à faire, Voilà. réparer, tout nickel. Ouais, c'est ça la possibilité, et la grosse différence. Parce que les autres, en fait, ils n'ont pas de garage, un exploitateur, ils ont Ok. un petit local un peu pour travailler. Ils mettent la voiture au yard de bord D'accord. directement et c'est shippé. Du coup, ce qui est bien, c'est que bah, tu as le stock au Japon, tu as un petit stock déjà ici en France. Voilà. Et le stock qui est au Japon, tu peux aussi le ramener en France. Enfin, tu as quelques Voilà. voitures que tu peux ramener. Ouais, mais Là, d'ailleurs, ce totalement. que tu m'as dit, c'est que tu n'as pas assez de place, sinon tu aurais ramené plus de voitures. En fait, au Japon, il y en a le stock qui appartient à l'entreprise japonaise, Ok. que nous, on peut vendre aussi. Hein. En plus, ce que je disais, c'est que moi, je le vends gratuitement. C'est-à-dire que je ne suis même pas médiateur. On ne me paye pas. En fait, le client D'accord. en France qui passe par moi pour acheter au Japon, il a un meilleur service parce que du coup, il est en français et tout. Et j'ai toutes les informations, j'ai toutes les photos, etc. sur le cloud d'entreprise. Mhm. Mais il paye le prix Japon. Normalement, quand on passe par un médiateur en France, Mhm. bah, il va prendre sa commission, hein, normal, hein, parce qu'il Ouais, va bah pas oui. travailler gratuitement. Ouais, c'est ça. En fait, moi, je prends pas parce que moi, c'est la même entreprise. Du coup, nous, on va se partager le profit sur la voiture. Il n'y a pas d'intermédiaire. Non, il n'y a pas d'intermédiaire. En fait, je travaille comme si j'étais encore employé au Japon. Donc, je vends la voiture D'accord. en tant qu'employé japonais. Si on affiche la voiture à 30 000 euros TTC arrivé, Mm. bah, il paye 30 000. Il ne va pas payer encore à Top Rank Europe frais de mise en relation ou peu importe. Hein. Et on sait que bah, Toprek, c'est quand même une grosse entreprise au Japon, donc vous avez vraiment beaucoup de stock. Oui, on a Quand même, beaucoup de ce que j'ai stock. pu voir, moi. Il y a des voitures très chères, du coup, moi, je les ramène pas parce que Ouais. je préfère qu'elles dorment là-bas. Au niveau de la gamme de voitures japonaises, est-ce que vous faites que du haut de gamme ou on peut se placer sur du milieu de gamme? Je te donne un exemple sur des voitures entre 20 et 30 par exemple. Bah, Est-ce que vous faites des recherches personnalisées sur Ouais, ces recherche tarifs-là? personnalisée, c'est ouvert à tout en fait pour moi. D'accord. Recherche personnalisée, c'est généralement si il me dit je veux une R32
nickel, ben, on va plutôt l'orienter sur une voiture qu'on a en stock, quitte à négocier, etc. Après, si son budget il est vraiment râlé pas crête et qu'il est là pour prendre un risque, là, on va l'orienter à recherche personnalisée, aux enchères, etc. Aux enchères, d'accord. Mais s'il a un gros budget, on va dire, ben, est-ce que tu as envie de prendre le risque? Après, c'est au choix du client. Nous, on fait de l'argent dans les deux cas, donc c'est pas grave. Hein. Mais il y a plusieurs possibilités. Il y a plusieurs possibilités. Je suis open sur comment est-ce qu'ils veulent faire leur achat, il n'y a pas de problème. En France, il y a plus de sécurité, parce que déjà, on sait que la voiture, elle passe le CT, elle est déjà enregistrée, et le délai de réception, on va dire, il y a moins d'un mois, quoi, le temps de faire la carte grise à l'autre nom, et à la voiture, elle est déjà là. Sur le transport, faut attendre 2-3 mois, etc. Donc, il y a aussi ça, quoi. On a le site au Japon. En plus, comme tu parlais de petites voitures, on a aussi des petites voitures. Par exemple, une Suzuki Cappuccino. Oh, ah ouais. Et ça, c'est très... En fait, moi, j'en cherchais une aussi. Et au Japon, ils en trouvaient une. Parce que c'est une voiture très compliquée à trouver sans rouille. C'est une voiture qui est rouillée de chez rouillée. En fait, là, les gens qui regardent un peu sur Internet, sur les dealers, ils font « Ah, ça coûte 8000 et quelques. » Je fais « Oui, mais dans quel état ?» Ouais, dans quel état? Parce que sur certaines voitures, elles vont être à des prix, mais en fait, est-ce qu'ils ont vu la rouille? En fait, il y a certaines voitures qui rouillent beaucoup, comme les Evo. Ces Evo, c'est des voitures très rouillées. Donc en fait, juste comparer le kilométrage, la carrosserie, ça se fait pas parce que la rouille, c'est comme une RX-7. Comparer deux RX-7 avec le même kilométrage, la même carrosserie, mais en fait, oui, mais test de compression. C'est ça. C'est ça qui va faire, ah bah tiens, oui, elle vaut 5000 de moins, mais par contre, la compression, elle est à 90. Sur ce que vous avez en stock, en général, c'est quand même des voitures qui sont en bel état, en général. En fait, vous misez sur ça quand même. Parce que nous, au Japon, vu qu'on est là-bas, on va acheter une voiture. Si on fait une erreur, qu'est-ce qu'on fait? On la remet aux enchères. D'accord. Du coup, c'est pour ça qu'aux enchères, c'est aussi risqué, parce que il se peut qu'un dealer, il a acheté une voiture, il se rend compte qu'elle est pourrie. Bah en fait... on n'a aucun regret en fait de la revendre à un autre dealer. Parce qu'en fait, nous, on n'est pas là pour arnaquer des particuliers. C'est pour ça que les gens ils disent « Ah oui, je me suis fait arnaquer aux enchères. » Non, il n'y a pas d'arnaque aux enchères. L'enchère, c'est pour les pros. En gros, en France, c'est pareil, hein, un pro qui arnaque un autre... Enfin, arnaque dans le sens, il revend une voiture, c'est une merguez, l'autre pro, il achète. Il l'a acheté pour un bon prix, c'est une merguez, mais voilà, quoi, c'est à lui de la réparer. C'est juste, nous, on voit parfois, il y a des voitures, on se dit « Il y a trop de réparations. » On la remet aux enchères, du coup on ne la garde pas, on ne va pas prendre le risque de la garder. En fait, elle coûte trop cher, on l'a acheté à un prix. Si on rajoute la réparation, on ne fait pas de profit. Donc on va la mettre aux enchères. Mais ça c'est bien, parce que d'un côté, le fait que vous la remettez aux enchères, c'est que vous ne prenez pas la responsabilité de pouvoir la revendre à un particulier, puis qu'il y ait des problèmes dessus ou trop de réparations. C'est pour ça qu'après, si un particulier il l'achète aux enchères et qu'il dit « Ah mais elle vient de chez vous », non mais nous on l'a vendu aux enchères, on ne l'a pas vendu à toi, on l'a vendu aux enchères. Toi tu l'as acheté aux enchères, tu n'as pas acheté au garage qui l'a mis aux enchères. Parce que moi, je connais des garages. Parfois, en fait, on voit, hein, on reconnaît en fait les écritures avec ça. Tu as des garages. Un particulier qui s'appelle, vous connaissez peut-être, c'est Trust Kikaku. Il fait des pièces, en fait. Il fait beaucoup de pièces. Eux, ils ont acheté toutes les Skyline de merde qui existent. Alors, toutes les boîtes auto, machin. Ils ont un parc énorme de Skyline. Et en fait, eux, ils étaient connus pour swapper des pièces. C'est-à-dire, ils vont acheter un particulier. Enfin, ils font du rachat. Ils achètent un particulier, une R32 GTR tunée. Dedans, il y a quoi, un turbo HKS super beau, une belle ligne Mines. Eux, ce qu'ils vont faire, en fait, ils savent que ces pièces-là, ce qu'ils vont tirer aux enchères, c'est pas le prix des pièces. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme en France. Tu mets une ligne Rémus sur ta voiture, tu as mis 2000 €, tu vas pas vendre ta voiture 2000 € de plus qu'une autre qui n'a pas la ligne. Je vois. Tu vas peut-être la vendre plus facilement s'il y a un mec qui la veut. Du coup, il va se dire, bah, tiens, je la prends, elle est déjà là, mais tu peux pas le facturer pour ça. En général, non, ça passe pas. Ça passe pas. Alors, en fait, c'est pareil au Japon. Alors, du coup, les gens, ils vont faire quoi? Le mec, il va remettre un autre turbo qu'il avait sous la main, moins cher. Il va mettre une ligne moins chère. Il va récupérer ces pièces-là. Ces pièces-là, il va mettre sur son site pour les vendre. Il fait du bénéfice sur ça. D'accord. Et il la vend. Un exemple, j'ai vu qu'il y avait une 34 GTR V-Spec 2. Et il avait un bar anti-rapprochement Nismo qui coûtait bien 500 000 yens, c'est genre 4000 balles. Ah ouais, putain, ça en fait, on avait vu, parce qu'il avait fait une vidéo, le mec, sur YouTube, il fait une vidéo, on voit la barre, et après, il la met aux enchères. Du coup, on reconnaît la voiture, parce qu'on est pro, on sait ce qui tourne. Tu ouvres le capot, et puis la barre. T'as plus la barre, t'as une autre barre. En fait, le mec, il a fait swap. Parce qu'en gros, il s'est dit, cette barre-là, je me fais 4000 balles, mais elle va pas se vendre 4000 balles de plus aux enchères. Ouais, c'est ça. Donc autant que je l'enlève et que je la remplace par une et du coup, c'est pour ça qu'il est un peu dangereux sur les voitures un peu modifiées. C'est que si la voiture elle a une gestion avec
je sais Telle pas, pièce, oui. une ligne Mines, Ouais. un turbo HKS. Du coup, ça a été tuné pour ça, peut-être. Hein, Mhm. et que le mec, il a fait un swap de pièces, mais du coup, il retune pas la voiture. Bah ouais. Tu baisses tant tes coûts, hein, Mhm. tu es là pour faire du fric. Tu mets ta voiture aux enchères, le mec, il l'achète, il Ah la ouais. roule, mais en fait, elle n'a pas été reprogrammée pour Ouais, du les coup, elle marche pièces. pas. Elle marche comme pas il faudrait, terrible, quoi. voilà. Elle marche, Ok, mais elle marche pas d'accord. terrible. Ah ouais. En fait, c'est aussi ça qu'il faut savoir, c'est que tu as des gens, ils vont acheter des voitures, prendre des pièces, remettre la voiture. Nous, on en a fait, hein. On a acheté une voiture parce qu'elle avait des LMGT1. La voiture était dégueulasse, hein. Mhm. Mais elle avait des jantes LMGT1. C'est des jantes qui vaut entre 10 et 20 000 balles. D'accord. Donc on achète la voiture, on enlève les jantes. Après, on regarde la voiture, hein, si elle est vendable ou pas dans nos critères. Ouais. Si elle n'est pas vendable dans nos critères, elle part aux gens chers. C'est comme si on avait acheté les pièces, mais moins cher. Mm. Du coup, on va peut-être perdre un peu sur la voiture, mais nous, on s'est dit, bah, on a les pièces. Et c'est vraiment professionnel. C'est pour ça que les gens qui offrent facilement, qui n'ont jamais mis les pieds dans les enchères réellement, Ouais. ils ne savent pas comment ça se passe. Parce que parfois, on peut acheter des voitures moins chères, parfois, on achète des voitures plus chères. Moi, j'ai déjà vu une Porsche que je voulais acheter à un dealer qui était à bon prix. Donc, je lui dis, putain, je lui paye cash le prix qu'il veut. Moi, j'étais prêt à payer le cash, le prix. Il m'a dit non. J'ai vu la voiture aux enchères 1 ou 2 semaines après. La même, je la connais, quoi, la voiture. Était à 7 millions en achat du dealer, quoi. Et elle s'est vendue aux enchères pour 7,3 millions. Elle s'est D'accord. vendue plus cher D'accord. aux enchères. Et le mec, il prend moins de risques parce que du coup, il n'y a pas de garantie, il n'y a Ouais. rien du tout, quoi. Ouais. Ça, c'est pas normal, mais ça, c'est parce que tu as sûrement un mec qui a voulu faire de l'import. Il s'est dit, ah bah tiens, par rapport au marché allemand ou français, j'ai un billet de 10. Bah, en fait, que j'ai un billet de 10, j'ai un billet de 8, il s'en fout. En fait, il va payer. Alors qu'en fait, un japonais, pour son marché, fait, bah non, toi, tu l'as vendu pour 7 millions. Moi, je te l'achète pour 6,5, quoi. Faut connaître un peu, parce qu'en fait, tout le monde va charger à peu près les mêmes frais de recherche, toi. Je sais pas comment ils chargent les gens. Moi, j'ai mis un des bons frais. On a mis le minimum à 700 et après on augmente avec Oui, plus j'ai de vu. services. Ouais. Par rapport au service, Je pense qu'on est quand même dans les plus bas parce que du coup au Japon il n'y a pas les frais. C'est vraiment au coût au Japon. Moi je prends juste 700 là. Et c'est pas par rapport à ces frais-là qu'il faut regarder. C'est par rapport à combien est-ce que tu vas payer ta voiture parce que une C63 tu peux l'acheter 30 000 ou tu peux acheter 33 000. C'est la même au Japon, tu sais, parce que ça peut fluctuer, de 2000, c'est rien en fait. Ouais. Tu me payes 700, l'autre il va te dire ouais, moi je te fais pour 500, tu as 200 d'écart, sauf qu'à l'arrivée, au Japon, tu as payé ta caisse 2000 de plus parce que le mec il s'est pas acheté, il s'est dit c'est une bonne affaire. Alors que moi j'aurais dit bah, en fait non, le marché est plus bas, tu laisses passer, tu prends une autre, tu économiseras. En plus, c'est vrai qu'en ce moment, c'est quand même. Enfin, ça arrive de plus en Oui, plus. ça arrive, il y a de plus en plus de gens qui se mettent sur le marché. Qui se mettent sur le marché parce que tu as pas mal de voitures allemandes, etc., qui sont intéressantes. Donc, il faut quand même faire attention à qui tu vas avoir comme importateur, quoi. Bah, en fait, il faut connaître le marché japonais. Parce que si tu connais pas le prix du marché japonais, tu peux pas savoir si la voiture est dans un bon coup au Japon. En fait, si c'est un bon coup au Japon, c'est forcément un bon coup en Europe. Par contre, si tu achètes pour 2 3 000, 4 000 euros de plus par rapport au prix du marché japonais, en fait, déjà, tu casses le marché japonais, de 1. Et puis après, tu casses aussi le marché en Europe parce que du coup, les gens ils vont arrêter de vendre au Japon. En fait, tous les prix vont monter. C'est ce qu'on a vu sur les Porsche, les prix vont monter au Japon parce que les gens à l'export, en fait, tu fais plus de fric à exporter ta Porsche que la vendre aux Japonais. Ok, bon, bah, c'est pas mal tout ça. Hein. Elle était un peu longue. C'est compliqué cette en fait, partie-là. mais il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire, mais en tout cas, c'est bien de connaître ces choses-là parce qu'il y a pas mal de gens qui sont pas au courant. D'ailleurs, il y a peu de gens qui parlent de tout ça. C'est comme importateur en vidéo. Donc franchement, c'est top. Non, mais on peut en faire une autre, on peut détailler parce que déjà même l'inspection au Japon, les gens ils disent on peut inspecter. Non, tu t'inspectes pas grand-chose en plus. Hein. C'est très limité à ce que tu peux faire. Ouais. À ce que tu peux faire, c'est très limité. Donc c'est pour ça qu'au final, les personnes qui donnent le grade, c'est pas précis entre guillemets. Quoi, en fait, c'est pas très précis. Généralement, une fluctuation de 0,5, c'est très facile. Un 4,5, ça peut se transformer en 4 très facilement. Un 4 en 3.5 très facilement. Ça a l'air facile comme ça, mais il y a plein de subtilités. Parce que tu vois, moi j'ai déjà regardé des vidéos de gens qui parlent justement de l'import et tout, et on n'avait pas tous ces détails-là, tu vois. Donc c'est cool de Je pense parce savoir tout ça. qu'ils sont jamais allés là-bas, en fait, Aussi, sur place. Vu qu'ils font appel à des prestataires, ils sont pas sur place, ils peuvent Et pas puis, tout attention, savoir. C'est comment on fait un bid, en fait. Aujourd'hui, toi, les enchères, tu connais, tu mets eBay, tu mets ton chiffre. Et après, c'est automatique, toi, ça va directement, ça élimine tous ceux qui sont en bas jusqu'à ce que tu arrives. En fait, au Japon, c'est un peu comme, les œuvres d'art avec le petit panneau en live. En fait, tout est en live électroniquement. C'est-à-dire qu'en fait, tu as un petit bouton, tu appuies. En fait, soit tu peux appuyer en étant dans la maison d'enchères, soit en fait, on achète, on loue, on achète
la même machine, du coup on l'a Au garage ou à la ouais, concession, ouais. à la concession. Et en fait, tu appuies sur un bouton, tu vois les chiffres qui montent. En fait, tu appuies et ça monte de 5 000 yens à 5 000 yens. Et en fait, tu appuies. Tu arrives à un moment, prix de réserve ou pas de prix de réserve, ça change de couleur. Donc en fait, à un moment, tu ne sais pas en fait, qui appuie ou qui appuie pas. Ensuite, prix de réserve, c'est atteint. Et là, en fait, tu vois les gens qui appuient. Pam, pam, pam. Et au final, ça va très très vite. Tu t'arrêtes pendant 3 secondes à réfléchir. Ouais, est-ce que je veux? Ouais, c'est. L'enchère automatiquement dit ok, fini, elle part à machin. Ah ouais, ça va très très vite. Ça va très vite. Tu achètes des voitures à des milliers d'euros en 5 secondes parfois. Faut que le mec soit préparé déjà. Ah non, en fait, c'est pour ça qu'à chaque fois, nous on prépare. C'est un gros travail de préparation. On doit savoir quel numéro de lot, combien on veut mettre, exactement, le max. Et en plus, elles arrivent dans un ordre. Parce qu'en fait, c'est pas une enchère à la fois. USS Tokyo, je crois qu'on a 10 enchères qui passent en simultané. D'accord. Il y en a 10 qui sont sur l'écran. Ouais. Et ensuite, tu as 10 voitures en simultané. Donc parfois, si tu as 3 voitures qui arrivent en même temps, il faut que tu appelles des collègues. Ouais. C'est très compliqué. Hein. Ce qui serait bien, c'est qu'on aille voir un peu le stock que tu as. Bah, allons-y. Ce que vous pouvez voir, c'est qu'il y a pas mal de voitures blanches. Ouais. Donc on va passer vite fait, hein. Donc là on est sur une petite BM cabriolet. E93. E93 avec des jantes super sympas. En plus c'est une boîte DKG. Et une petite ligne. Tuning à la japonaise. En fait Sunbeam, c'est un tuner assez connu au Japon pour les BM. D'accord, ok. On a de l'allemande, hein. On n'a pas que des japonaises, on a de l'allemande. C'est les allemandes version Japon en fait. Volant à gauche parce qu'au Japon, sur les modèles haut de gamme, il y a possibilité d'optionner la voiture. D'accord. C'est une option. Ok. C'est option constructeur. C'est-à-dire que la voiture, elle était, bon, celle-là, je pense qu'elle a été faite en Allemagne, ouais. Mais avec l'objectif d'être vendue concession Mercedes Japon. Donc optionné volant à gauche. Et en fait, c'est sur certains modèles, par exemple, E63 AMG, c'est haut de gamme. Hein. Du coup, tu as l'option. Par contre, si tu veux une C180, ouais. Tu n'as pas l'option. En gros, tu es limité à volant à droite. Après, Mercedes, c'est la marque qui a le plus de volant à gauche. Parce qu'ils ils se sentent haut de gamme un peu partout, donc mais c'est pas que l'AMG. Est-ce que c'est une demande de la clientèle d'avoir le volant à gauche, une allemande? Ouais, c'est ça. Hein. Oui, c'est un peu, je roule une européenne, donc je veux le volant à gauche. Comme Porsche. Ok. Ouais. Porsche c'est un peu spécial parce que Porsche c'est un peu comme en France à l'époque, ça n'existait pas Porsche Center en France jusqu'à je sais plus quelle année. Il n'y avait pas de Porsche Center. Tu avais des importateurs officiels. Et au Japon, c'était pareil, en fait, jusqu'à l'an 2000, hein, comme ça. Tu avais un importateur officiel qui importait les Porsche. Donc, toutes les anciennes, c'était importé d'Europe, Angleterre ou Allemagne. Et donc, ils avaient soit le volant à droite, soit le volant à gauche, souvent Angleterre ou Allemagne. Donc, ils étaient habitués à avoir ce choix-là. Et une fois qu'ils sont arrivés, c'était une option. Après, sur les JDM, c'est volant à droite. Donc là, on a une R32 GTR. Ouais. Et en bon état d'ailleurs. Là j'ai changé les roues, là je me suis dit blanc sur blanc. Ouais. Voilà, parce qu'elle était en roue stock, c'est du 16 hein, sur les roues d'origine. Et du coup sur un modèle comme ça, il a combien par exemple? Il affiche à combien? Celui-là on a 107 000 km et là je l'affiche 60 000 TTC. Genre là il vient, il paye sa carte grise qui vaut, c'est une carte grise collection sur ça, je crois que c'est 300 € je crois. D'accord. Donc là 60 000 €, tu as celle-là avec 107 000 km. Voilà, et à récupérer tout de suite. D'accord. Il n'y a pas de papier à faire, enfin il n'y a pas y a rien, on a tout fait en fait, il y a tous les papiers donc en fait c'est vraiment l'instantanéité. Il n'y a pas besoin d'attendre 3 mois. Ok. Ouais, on peut tester la voiture après aussi. Hein, ouais, elle est déjà en stock. Et celle-là, elle est vraiment, elle est d'origine. Là, on peut ouvrir le capot, hein, si vous voulez. Oui. On regarde un petit peu, quand même. La clé GTR, ça coûte 13 000 yens. Ça fait quoi? Ça fait 80 €. En fait, tu l'achètes vierge chez Nismo. Et après, tu l'as fait. Et après, tu l'as fait graver à ta clé, quoi. D'accord. C'est cher, hein. Ah, quand même, pour une clé. Pour une clé, ouais. Pour 60, les gars. Elle est déjà là, elle n'est pas au Japon. Voilà. Elle est vraiment full stock celle-là. Ouais, même les suspensions. Même les suspensions. D'où l'auteur. Ouais, c'est vrai. Voilà, la boîte à air. Le petit RB26. Ouais. En fait, celle-là, elle a été faite complètement au Japon. En fait, c'est aussi la différence, c'est que celle-là, moi, toutes les JDM, je fais faire au Japon la maintenance complète. Donc ici, regarde, 2024, mars, ah oui. On a fait la courroie de distribution.
Donc du coup là si Donc celle-là en fait elle est prête à rouler. Hein. elle est prête à rouler, tout a été fait. tout a été fait, la révision, tout quoi. Voilà. Et en plus sur celle-là c'était une voiture test pour les phares. Donc ils m'ont déjà changé les phares pour qu'ils ils tirent plat. Et j'ai un anti-brouillard arrière parce que ça n'existe pas normalement sur les japonais, ça n'existe pas vraiment quoi. Après je sais qu'il y a un petit défaut sur les R32 GTR, c'est ça. Mais là ça va encore. Là ça va encore. Ouais ça va encore. Parce qu'en général le défaut c'est que bah ça bulle. Et tout, ouais, ça fait bulle une un petit bulle. peu. Hein. Moi j'ai vu des vidéos, tu as des mecs en fait ils te percent un petit trou et après ils prennent un bout de colle sur un bâton, après ils tirent le truc. Bah, ça se répare. Mais c'est galère. Et celle-ci, du coup, elle serait quoi comme grade, par exemple? Je crois que c'était 4. 4? Parce que c'est au-dessus de 100 000. Donc au-dessus de 100 000. Tu peux pas. Ouais. Puis après, bon, pas... tu as quelques petits défauts. Bon, la voiture, elle a plus de 30 ans quand même. Elle a presque 30 ans. Donc, tu as des petits défauts. Elle n'est pas neuve, sortie de concession. Ouais. Après, mais au Japon, la blanche aussi. Après. La blanche, c'est plus recherché sur les 32. D'accord. Il y a plus de demandes sur de la blanche en 32. Elles sont plus chères en fait. Et sur les 33, c'est moins. Les gens, ils aiment moins la blanche sur la 33. Mais... Parce que tu as la Midnight Purple, donc... Ah, c'est pour ça. C'est pour ça. Et tu en as beaucoup, hein, des Midnight Purple. C'est pas une voiture rare. C'est pas rare, en fait. C'est l'une des plus produites en nombre. La 33 Midnight Purple, ça donne dans le top 3. Genre, t'as Silver, Blanc et Midnight Purple, tu vois. C'est pas rare du tout, hein. Les gens qui disent ouais, c'est rare. Nous, on croit que c'est rare. Moi, je croyais que c'était rare, moi. C'est pas rare du tout. Par contre, il n'y en a pas beaucoup en vente. C'est comme dans la 34 GTR. La noire, elle est pas très rare, mais c'est super rare à trouver en vente. Une noire. D'accord. En fait, c'est parce que c'est dur à trouver en vente, quoi. Ouais. Du coup, là, on a une à 60 000 avec 107 000 km. On a une neuve. Celle-là, elle est neuve sur le papier. Ouais, elle est vraiment neuve sur le papier. On voit déjà au niveau des feux. Mais de toute façon, les feux, c'est en vert. D'accord, ah oui. Donc ça va jamais jaunir. Sur celle-ci, on est... je connais le prix parce que je l'ai vu. Donc, on est à 80. Et elle a combien de kilomètres? On est à 47 000. 47 000 km. Donc là, tu as une R32 GTR neuve. C'est une première main. C'est une première main en plus. Donc c'est pour ça que le tarif... En plus, elle a des petites modifications, mais qui rendent la voiture vachement mieux. Parce que j'ai un short shifter. Ah, d'accord. Du coup, c'est plus, comment dire, c'est plus mécanique, ça rentre bien. Sur l'autre, quand tu fais la différence, l'autre, ça fait camion. Alors que là, tu es vraiment pam, pam, pam. C'est direct. Même l'intérieur, il est comme neuf. Là, on n'est pas gonflé au niveau du tableau de bord. Ah, le tableau de bord, si tu regardes, il est carré, il est saillant. On a des vraies jantes en plus. Celle-là, elle est sur... il y a des petites pièces sur celle-là. Elle est sur suspension ajustable Tain. Ouais, on reconnaît le vert, c'est du Tain. Voilà. Ouais, juste, pam, pam, pam. C'est ça, ouais. La barre anti-rapprochement. HKS. De toute façon, tu regardes même le moteur là. Il n'y a pas grand-chose, hein. Il y a juste un petit peu, tu vois, c'est à la japonaise. Ouais. C'est pas comme les Anglais qui vont te mettre un single turbo. Ouais. En fait, les Japonais, en général, ce qu'ils vont faire, un peu comme sur la Supra, on verra, c'est ils vont te mettre intercooleur, ils vont te mettre peut-être les admissions, barre anti-rapprochement, voilà. Généralement, c'est ça et des jantes et combinés. Et généralement, ça reste stock, quoi. Plus la ligne. D'accord, ouais. Enfin, le 4-back. Le truc basique, entre guillemets, hein, c'est t'as pas besoin de faire plus. Ils cherchent pas à faire 800 ou 1000 chevaux. Ils cherchent pas à faire énormément de bruit. Il faut pas de tuning pop and bang sur ça. Hein. Ils vont te prendre c'est pas des pop and bang chez eux, c'est juste des katas et c'est tout, quoi. Non, celle-là, elle est vraiment clinique. Ah, elle est très très belle, celle-là. Moi, j'ai 80K, je signe direct. Hein. Non, elle est très belle, celle-là. Et puis pareil, hein, elle est disponible sur place. Donc oui, là tu as un prix affiché où elle est disponible, tu as juste tapé la carte grise. Regarde, c'est super léger. Ah ouais, c'est vrai que c'est léger. Parce que si tu compares avec une GTST, en fait c'est pareil, hein, entre 33 et 34, GTR et la GTT, c'est le capot acier alu et en fait, je te jure qu'un capot de 34 GTT, à une main, c'est dur, hein. C'est lourd. Hein. Je fais pas de muscu comme toi, mais je te jure que tu fais ta muscu comme ça. Hein. La différence avec l'autre, c'est qu'ici, il n'y a pas les entrées Nismo. Il n'y a pas les entrées, ouais, c'est vrai. Mais en fait, comment ça se fait? C'est en option ou c'est… En fait, c'est une option aftermarket dans le sens, tu achètes ça s'achète en fait. Tu achètes ce Nismo, ça coûte, je crois que c'est 300 balles le set.
300 balles le set? Non, je sais plus si c'est un ou les deux. D'accord. Faut que je regarde. Mais en fait, tu achètes ça, et après tu coupes et tu les mets dedans. Ah, tu dois le faire toi-même en fait. Ouais, ou tu vas chez un garage. Mais en d'accord. gros, c'est un truc, c'est du DIY, hein, tu peux pas l'acheter. Ok, d'accord. À part si tu achètes une Nismo, mais bon, quand tu achètes une Nismo, déjà, t'es peut-être une. Ça, c'est pour que les gens, après, qu'ils la mettent. Les R32 GTR Nismo, c'est dur à trouver par exemple. Ouais, en fait, t'en as de temps en temps, mais les états sont pas. Voilà, il n'y en a pas beaucoup. Du coup, en trouver une en bon état, quand t'as pas beaucoup de base, c'est plus compliqué, tu vois. Et c'est comme ici, tu vois, en fait, sur l'aileron, t'as un truc qui est Nismo, c'est avoir le petit béquet ici, là. En fait, parfois, t'as ça en plus. Ouais. Et ça, c'est collé, t'achètes aussi, tu vois. D'accord, il y a aussi un petit truc aussi. Non, ça, c'est tuning, ça. C'est tuning, d'accord. Ça, okay. ça c'est officiel. Ok. D'en avoir un là. Pas t'attends là, les gars. Mais il fait pas beaucoup de bruit. Hein. Ok. Comme tu disais tout à l'heure, en fait, avec une voiture peu kilométrée, une voiture beaucoup kilométrée, enfin là, si tu es proche du neuf, le prix vraiment, il est. Bah, en fait, ça prend vraiment. Voilà, je disais sur les 32, les prix ne bougent pas tellement. C'est-à-dire qu'il est toujours possible d'en acheter une entre 40 et 50 ouais. au Japon. Hein. Sauf que la différence, c'est que l'état de la voiture est différent entre il y a 5 ans et aujourd'hui. Il y a 5 ans, quand on en a acheté une à 20, bah, c'est celle d'aujourd'hui à 40. Et si tu veux du proche du neuf, bah, le prix bah, est vraiment… Les prix, en fait, je pense que c'est un peu comme les Ferrari Collection. Entre une F40 à 3 millions et une F40 à 1 million, en fait, c'est un écart par rapport au kilométrage à l'état. Ouais. Et ça te fait un écart de prix énorme. Bah oui. 20 000 € de différence. Mais bon, celle-là, elle a 107 000 km, elle est pas… Elle a plusieurs propriétaires. Ouais. Celle-là, 47, elle est première main. Première main, 47, et elle est, même l'intérieur, il est comme neuf, quoi. Ouais. Parce que première main, c'est qu'une fois. T'achètes une première qu'une fois, c'est ça le truc. Derrière, bon, on a la fameuse Supra. Ouais. Celle-là, je l'ai vue en vidéo. Je l'avais vue en vidéo dans la vidéo de Dashi. Ouais. Tu vois. Au Japon, en fait, on s'était rendu compte qu'elle était abusée. Et de la voir en vrai, c'est abusé. Elle est… C'est le bleu, hein, Oui, c'est le bleu. Et il y a un kit aussi, du coup. Ouais, c'est Abflug, c'est un tuner japonais. Hein. Tuner japonais, ouais. C'est un mot allemand, mais c'est japonais. Donc en fait, tu as le kit avec les side skirts. Soit tu as le bumper arrière, avant aussi. L'avant, franchement, c'est un peu galère parce qu'il est long. Ah oui, du coup, long, sur les dos d'âne, il faut vraiment faire attention. Ouais, faut faire attention. Voilà. De toute façon, on va la montrer de plus près dans une prochaine vidéo, les gars. J'en ai vu plein des Supra, mais celle-ci, elle est vraiment pépite. Bah, déjà, tu as le kit qui change beaucoup. En le kit et la couleur, quoi. Ouais, la couleur, on a 500, je crois. Elle a été faite juste sur 2 ans. Je crois que c'est cette couleur-là. Cette couleur-là, ouais. C'est Baltic Blue, je crois. Oui, couleur d'origine. Ah oui, d'accord. Ah oui. Et c'est une RZ aussi. Parce que dans les Supra, en fait, elles ont toutes le même gabarit. Elles sont toutes pareilles. Tu t'en rends pas compte, en fait. Parce que tu prends une Atmo automatique, bah, tu as le même gabarit. Enfin, genre, si tu la vois de dehors, tu peux pas savoir si c'est une puissante ou une pas puissante. Alors qu'une 32, une GTST, ouais, GTR, ça se voit, c'est un peu plus galbé sur l'arrière. Bah, le moteur, il est nickel aussi. Hein. Bon, le fameux 2JZ, hein, les gars. Bon, là, ils ont fait le timing belt, je ne sais plus en quelle année, c'est il y a quoi, il y a peut-être 7 ans, non, c'est peut-être 8 ans à peu près. De toute façon, la voiture, elle a 109 000 km là. Et du coup, celle-là, elle est affichée à combien? À peu près 65. D'accord, donc TTC, pareil, là, tu viens, tu la prends, c'est réglé. Ouais, et en plus, normalement, j'ai déjà fait l'enregistrement, j'ai les plaques. J'ai juste oublié, j'ai pas fait imprimer les nouveaux numéros, donc elle est déjà numérotée celle-là. D'accord. Donc celle-là, vraiment, elle peut partir direct. Hein. Par contre, elle est très bruyante. Pour faire de la route, c'est une voiture, hein, c'est pas isolé comme aujourd'hui, quoi. Ouais. Bah, du coup, sur celle-là, il y a de la pièce quand même. Ouais, il y a quelques pièces. Comme je disais, c'est pas de la pièce qui va te donner énormément de puissance. Oui, c'est pas 800 ça libère un petit peu la oui. voiture, intercouleur, admission, HKS, un peu gros, quoi. Ils ont comme gardé ça, pour donner l'air. Ça te le prend ici et puis ça te le renvoie là. Non, mais c'est ça qui est bien, c'est que c'est pas du gros tuning quoi. Voilà, turbo. Turbo. Le faux turbo à Alibaba, tu le mets là, ça fait du bruit, ça tourne. Ce qui est intéressant, c'est l'intérieur. On a des sièges en fait. Recaro. SR3 Le Mans, confetti. Ceux-là, ils sont durs à trouver. Hein. Ils sont super chers. Super durs et chers en fait. Quand on a un, c'est compliqué, mais quand tu as le 7, c'est impossible parce que les Japonais, ils n'achètent pas les 7.
Oui, j'ai remarqué qu'ils préfèrent avoir. Enfin, ils prennent que le Ouais, en fait, conducteur. parfois le mec il prend son baquet et après le passager c'est un autre siège. Parfois il met un autre, complètement un autre, parce que sa meuf, elle fait ouais c'est bon, casse les couilles ton baquet. Et du coup il a un siège un peu confort Recaro à gauche ou à droite. C'est comme ça qu'ils font, donc c'est très rare de trouver des sets complets de sièges sur des voitures JDM. D'accord. Tiens, j'ai une question par rapport à ça. Donc du coup, admettons, on achète un véhicule qui est par exemple déjà stocké au Japon ou pas. Et est-ce que vous faites de la recherche si on a besoin de pièces, par exemple des sièges, des kits, etc. Alors en fait, si la voiture est au Japon, on peut installer par exemple. D'accord. Un client qui me dit bah tiens, les sièges sont dégueulasses, j'en veux pas de toute façon, trouve-moi Des autres sièges, ouais. des sièges de là-bas. Du coup, ça permet de payer moins cher. Par exemple, j'avais un client, et on a changé les jantes. Il voulait du TE37 SL 18. En gros, le prix au Japon, on peut en trouver peut-être 2000 et quelques. Alors que tu as en France, avec les taxes et tout, Ouais, ça revient un et peu. le transport, tu y payes 3-4 000, tu vois, les mêmes. Et c'est comme les suspensions. J'ai vendu une R32 rouge à un mec en France. On a trouvé la voiture j'avais passé 17 ans dans un garage. Dans un garage élévateur, toi. On a bougé. On a réparé un peu la voiture. Il a acheté. Et il a dit bah tiens, je veux des combinés, combinés Bilstein. Chez nous, ça coûtait genre 2000 et quelques. En France, on a pour 4000. D'accord. Donc en fait, tu fais ça au Japon. Vu que c'est attaché à la voiture, tu payes pas de taxes dessus. Ouais, ça c'est pas mal. Ouais. Tu peux pas de taxes à l'import, on va pas dire ouais. Après, il faut un peu abandonner les anciennes, ou peut-être les anciennes si tu les veux, il y a moyen de les récupérer, mais tu vas peut-être payer de la taxe parce qu'à l'import, s'ils checkent et tout, ils vont dire c'est quoi ça. Ok. Bah, après, tu payes pas grand-chose, hein. Tu dis c'est ancien, voilà. Et sur les pièces, si c'est pas un client, non, parce que c'est trop de travail. Il y a des gens qui sont spécialisés à ça. Hein. Mais si c'est un client, par exemple, je te donne un exemple. Oui, il achète une voiture, on lui trouve toutes les pièces pour monter sur sa voiture. D'accord. Il achète la voiture chez nous. Il ramène la voiture ici, il me dit ah tiens Alexandre, tu peux me ramener je sais pas quoi, un capot hein. Ben, là on va dire oui, parce que c'est un client. En fait on privilégie nos clients. Oui bien sûr, normal. Voilà, tu achètes ta voiture chez le concessionnaire à côté et tu me fais ouais en fait toi j'aime bien ton service mais je veux pas acheter chez toi. Et c'est comme le storage en fait, le storage de voiture. Le fait de pouvoir l'avoir en rental car, en location, c'est que les voitures qui viennent de notre stock. D'accord. Si le mec il dit ouais j'ai acheté une voiture chez le concurrent là-bas, est-ce que vous pouvez me la garder? On peut te la garder, par contre tu payes un prix plus cher, ben voilà. Et par contre non on fait pas parce que sinon il faut faire la maintenance, on connaît pas la voiture, voilà, t'économises chez lui mais tu payes chez nous, Ouais je vois. Autant acheter chez nous, toi. Faut qu'on privilégie, qu'on garde un avantage stratégique par rapport aux autres grâce aux efforts qu'on fait de service, parce que ça prend du temps. Hein. Parce que les gens disent que c'est ça, mais la location, c'est du service conciergerie possible. C'est-à-dire que nous, on a un client, il nous laisse le double des clés de sa 34, et en gros, il dit bah, tiens, j'arrive ce jour-là à Narita. Nous, on a un staff qui prend la voiture, il la roule à Narita, il la pose dans le parking et repart en train. Et en fait, l'autre, comme il a le double de clés, il arrive avec ses valises. Il va au parking, on communique quand même où est la voiture. Et hop, il prend, il monte dans sa caisse, il a le ticket de parking, il paye, hein, c'est lui, hein, et il sort. En gros, pas d'économie. Le mec, il économise de train pour rentrer, il économise le fait de louer une voiture. Bien sûr, il se fait livrer. Et il a sa caisse directe et il perd pas de temps. C'est top. Il y a du conciergerie en fait qui est dedans. T'as pas mal de Porsche aussi quand même, hein, de ce que je vois. Ouais, moi j'aime bien, donc moi j'aime bien Porsche. En plus, une fois que tu en as fait une, bah, tu sais comment faire les autres, donc voilà, tu fais. Mais tu sais, j'ai un petit M5. Il y a une petite BM aussi. Petite M5 F10. Moi j'aime bien, t'as vu la mienne, j'ai une 535. J'ai pas voulu partir sur la M5 parce que ça coûtait trop cher en taxes au Japon. Ça c'est la mienne, tu as déjà vu. Hein. Config rouge, config rouge et noir. Config, je suis en train d'essayer de mettre un autoradio. Bah, je teste sur la mienne, après je les mettrai sur les autres, tu vois. D'accord. La mienne c'est voiture test et j'ai même pas encore homologué et tout. J'ai rien fait dessus. Regarde, elle est quasi dans le coin, elle bouge pas. Je la démarre de temps en temps pour faire tourner quoi, mais voilà quoi. Ah mais celle-là elle est comme neuve les gars. Regarde le tableau. Ouais, il est vraiment beau le tableau de bord. Ouais, il est comme neuf le tableau de bord. La voiture elle n'a pas tant mis dehors. Hein. En fait c'est la chaleur qui fait gondoler un peu. Hein. Ouais. Le soleil il t'attaque. Hein.
Ah, je pense qu'on va en terminer là sur la vidéo. Hein. Franchement, si vous êtes intéressé par l'importation JDM ou autre, Ouais. eh ben, passez ici. On est chez Top Rank Europe. Ouais, on mettra toutes les demandez informations. tout le temps, hein, parce que j'ai des voitures encore là-bas. Ouais, c'est ça le truc, c'est que là, il a un petit stock et bah, au fur et à mesure, plus tard, si bah, ça prend de l'ampleur, bah, il aura un plus gros stock, il agrandira tout le garage. Non, mais je disais, j'ai du stock au Japon, c'est que ça m'appartient, c'est juste là-bas, du Ouais. coup, il y a moyen de la ramener. Il y a moyen de aussi, la ramener. voilà. Et ça prend à peu près combien de temps si tu devrais ramener une voiture qui est déjà en stock, par exemple? Ça prend 2 mois et demi, je pense. Ouais. Faut compter les papiers, ça dépend de quelle voiture. Parce que là-bas, on a Générique 7, 37 000 km. On l'a vu, la rouge. Première main. On Voilà. l'a vu, la rouge. On a celle-là, j'ai une Century aussi, Oui, oui, j'ai vu un aussi. petit V12. J'ai regardé sur le site, j'ai regardé un peu ce qu'il y avait et tout. Il y a pas mal de Voilà. trucs. Non, il y a des beaux modèles. On a des beaux modèles, c'est juste que là, faut qu'on en fasse partir quelques-unes. Hein. C'est ça. Donc, Voilà. si vous êtes intéressés, les gars, bah, contactez un Top Rank. On vous mettra tous les réseaux, Instagram, etc. C'est pour ça, si vous achetez directement, moi je vous en direct, elle vient pas chez moi. Comme ça m'arrange. C'est encore mieux. Et on Donc- fait des meilleurs prix, vu qu'on ne paiera pas la TVA en fait sur celle-là. C'est un achat direct, Ouais. du coup TVA japonaise qui est moindre. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous avez aimé la vidéo, bah, vous mettez un like, un commentaire, vous abonnez à la chaîne. Et puis, si vous avez des questions, bah, en commentaire ou sinon directement bah, sur l'Instagram de Top Rank et sur les réseaux, tout simplement. Et nous, bah, on vous dit à la prochaine et on se retrouve dans une prochaine vidéo parce qu'on doit vous présenter des voitures. C'est tout, on vous dit à la prochaine et puis ciao Mina.